Dans cette 5e séance de travaux dirigés, on va résoudre ensemble 4 exercices. Donc, ils vont partir sur le module 5. On a vu la détermination de diagramme d'effort pour effort tranchant, mouvement fléchissant. On va voir les contraintes multiaxiales. Donc, comment est-ce qu'à partir d'un état de contrainte biaxial, on peut venir calculer les contraintes principales, venir représenter ça sur un cercle de mort, et également à partir de mesures de déformation, à partir des jauges de déformation, comment est-ce qu'on peut retrouver les contraintes principales dans un matériau. Donc, premier exemple, je veux que vous soyez en mesure, je veux que vous exerciez à venir tracer des diagrammes d'effort tranchant, diagrammes de moment. Donc, le but, c'est d'en venir à être capable, en voyant une structure comme celle-ci avec son chargement, de pouvoir pratiquement à main levée tracer le diagramme d'effort et de vraiment bien comprendre quels sont les efforts tranchants en jeu, les moments fléchissants en jeu ici. Donc, on a une charge appuyée en A et en B, charge répartie W1 de moins 2 kN par mètre, charge P1 en bout de porte-à-faux, moment concentré en A. Donc ici, comment est-ce qu'on résout ça? C'est simplement, étape 1, on fait les équations d'équilibre, sommation des moments, sommation des forces, de façon à trouver nos réactions d'appui. Une fois qu'on a fait ça, on va venir calculer nos diagrammes d'effort tranchant à partir des charges. Une fois qu'on a le diagramme d'effort tranchant, on peut venir en intégrant trouver nos diagrammes de moments fléchissants. Et on fait ça de façon séquentielle. Donc, première étape, on fait notre sommation des moments au point A par rapport à la rotation en Z. Donc, positif antihoraire, ça doit être égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon moment concentré ici qui est positif, donc 5 kN, parce que dans la direction antihoraire, moins l'effet de ma charge répartie, donc 2 kN par mètre fois une longueur de 10 mètres, fois un bras de levier de 10 sur 2, négatif parce que rotation horaire, plus ma réaction BY que je pose positive vers le haut, elle est inconnue pour l'instant, fois un bras de levier de 8 mètres, moins 10 kN, fois un bras de levier ici de 10 mètres. Donc ici, petite coquille, moins 10 kN fois 10 mètres. Ce qui me donne un BY ici de 24,37 kN. Sommation des forces en Y, j'ai mon AY ici, j'ai mon BY qui va venir s'équilibrer par mes forces externes. Donc, sommation des forces en Y, j'ai ma charge répartie, moins 2 kN par mètre fois 10 mètres, moins 10 kN, ma charge ponctuelle ici, plus mon 24,37 qui était ma réaction en BY, plus AY, ça me permet d'isoler AY qui est de 5,63. Donc, j'ai mes réactions d'appui, je peux utiliser ça de façon à tracer mon diagramme d'effort tranchant. Donc, pour mon diagramme d'effort tranchant positif vers le haut, mes unités en kN. Donc, je sais que mes sections clés vont être la section A, B, C, et je devrais avoir une zone ici où j'ai un effort tranchant nul. Ça va m'intéresser, ça va être plus tard mon endroit où j'ai mon moment max. Donc, je sais si j'ai une réaction AY de 5,63, j'ai un effort tranchant ici positif de 5,63. Je sais également qu'entre les deux points ici, j'ai une charge qui est uniforme, constante. Donc, ça veut dire que je devrais avoir un diagramme qui est celui-ci linéaire. Donc, comment je calcule la valeur ici? Je prends ma valeur de 5,63 moins la valeur de ma charge ici. Donc, c'est-à-dire 2 kN fois 8 mètres, et c'est une valeur négative, donc moins 16. Ah non, 2 fois 8 fois 16. Donc, ça me mène à moins 10,4 kN. Ensuite, j'ai réaction B qui me fait un saut positif de 24,37, ça m'amène à 14. Et ensuite, entre B et l'extrémité, j'ai quelque chose de constant au niveau de la charge répartie. Je vais avoir quelque chose de linéaire au niveau de ma charge, au niveau de mon effort tranchant. Donc ici, pour calculer la valeur, je fais 14 moins 2 fois 2, moins 4, ça m'amène à 10 kN. Et on voit que ça correspond à ma charge ponctuelle qui va me ramener à 0 ici. Parfait. Donc maintenant, je vais trouver mon point où ceci c'est égal à 0. Ça va être mon point où j'ai mon moment max. Donc comment est-ce que je trouve ça? Je prends mon ordonnée à l'origine ici de 5,63, divise par la valeur de ma charge répartie. Donc 5,63 sur 2 kN par mètre, 2,81 mètres. C'est le point où je vais avoir mon moment max. Pour trouver mon diagramme de moment, donc directement, on sait que mon moment au point ici, on l'avait calculé, de 5,83, en fait, j'ai oublié ici. J'ai oublié de faire le calcul. Mais non, je n'ai pas oublié de faire le calcul. Ici, on est rotulé, mais on a un moment concentré de 5 kN. Donc là, ici, au niveau de l'appui, j'aurai le 5 kN qui est connu. J'aurai au niveau du bord ici, j'aurai 0, parce que je sais que c'est un bord libre. OK? Donc, et je sais que j'aurai mon moment max à ma section ici à 2,81. Donc, mes sections clés, ce sera au point A. Au point aussi, j'ai V égale 0, au point B et à l'extrémité.
Donc, si je commence pour mon diagramme de moment, je sais qu'au niveau du point A, j'ai mon couple concentré de 5 kN/m. Parfait. Donc, ça ici, c'est un moment négatif parce que mes fibres supérieures vont être tendues, fibres inférieures comprimées. Donc, j'ai un moins 5 kN. Ensuite, à ma section ici, je vais avoir moins 5 kN. Je dois ajouter l'aire de mon diagramme d'effort tranchant. Donc, moins 5 plus 5,63 fois 2,81 divisé par 2. Ça me mène à plus 2,91. J'avais quelque chose qui est proportionnel à x ici. Je vais avoir quelque chose qui est proportionnel à x carré ici. Entre ce point-là et ce point-là, je pars de 2,91. J'ajoute l'aire sous le diagramme ici. Donc, plus 2,91. Ici, moins, je vais avoir 10,4 fois, ici, j'ai 8 mètres moins 2,81 divisé par 2. Donc, ça m'amène ici à moins 24 mètres. Donc, j'aurais pu le faire de l'autre côté aussi, que je calcule de ce côté-là en ajoutant ce diagramme-là, ou de ce côté-là où je sais que j'ai 0 et j'ajoute le diagramme ici, c'est la même chose. Donc, par exemple, pour le calcul que j'ai écrit ici, ce que j'ai fait plutôt, c'est de dire, je vais avoir la moyenne de mon trapèze ici, donc 10 kN plus 14 kN divisé par 2, fois une longueur de 2 mètres, ça va me donner mon moins 24. Donc, d'un côté ou de l'autre, je dois obtenir exactement le même moment, de façon à maintenir l'équilibre. Et donc, finalement, qu'est-ce qui se passe entre ce point-ci et ce point-ci? Bien, j'ai quelque chose qui est quadratique, encore une fois, parce que j'avais quelque chose de linéaire. Comment est-ce que je sais si ça va vers le bas ou si ça va vers le haut? En fait, au fur et à mesure que vous allez vous habituer, vous allez voir que la charge, plus je m'éloigne de ma charge, plus ma charge va augmenter de façon quadratique. Et plus je m'éloigne, plus le taux d'augmentation est grand. Donc, ça va toujours faire une forme qui est comme celle-ci, mais si vous voulez, vous vérifiez. Okay? Comment est-ce que vous faites? Vous pouvez regarder à mi-distance. Donc, plutôt qu'à être à 2 mètres de la charge, je vais me mettre à 1 mètre. Donc ici, je sais que si j'avais quelque chose qui est proportionnel à x, j'aurais la courbe ici. Donc ça veut dire qu'au niveau à mi-portée ici, si j'ai 24, j'ai 0, je devrais avoir 12 kN/m, moins 12 en fait. Donc en calculant, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais pouvoir déterminer est-ce que je suis au-dessus ou en dessous de ma courbe. Donc comment est-ce que je fais ça? Je vais venir calculer ici par exemple, ici on avait dit c'est 14 plus 10 divisé par 2 fois 2. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? À la mi-portée, j'ai 12, parce qu'ici j'ai 14, j'ai 10. Donc si je veux calculer pour le dernier mètre ici, je vais avoir 12 plus 10 sur 2 fois 1. Donc si je fais ça, à cette section qui est à mi-portée, à 1 mètre de l'extrémité, je vais obtenir 11. OK? Donc si je calcule mon moment ici, il est à 11, moins 11 kN/m, ce qui est plus faible que la mi-portée que j'aurais ici entre moins 24 et 0, qui serait moins 12. Donc comme moins 11 est plus grand que moins 12, mais ma courbe, inévitablement, a une courbure comme celle-ci. Donc voilà comment, à peu près sans faire de calcul, vous devriez, à l'intérieur de 1 minute, voire 2, être en mesure de calculer, tracer et voir des diagrammes comme ceci. Et si le but, ce n'est pas de les calculer ou de les tracer, si ces diagrammes vous sont donnés par un ordinateur, vous devriez être en mesure de faire le problème inverse, de venir vérifier qu'il n'y a pas eu de problème parce que l'ordinateur ne se trompe pas. Mais là où vous pouvez avoir des problèmes, c'est si vous entrez mal vos données dans l'ordinateur. Donc, vous pourriez, en quelques minutes, venir vérifier qu'il n'y a pas eu de problème d'entrée des données, il n'y a pas eu de problème de condition, parce que les diagrammes sont consistants avec le problème que vous avez dans l'énoncé. Donc, voilà pour le premier exemple. On peut voir comment régler ça, ou comment résoudre ça dans MDS. Donc, on a ici le module Determinate Beams, on a une poutre simplement appuyée, longueur de 10 mètres, l'appui à gauche est à 0, l'appui à droite est à 8 mètres, parfait. Donc voilà ma poutre. Je vais avoir un couple concentré à 0 mètre, ça va être un 5 kN/m, donc on change nos unités, kN/m, j'ai 5, parfait. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une charge répartie vers le bas, commence à 0, termine à 10, ça va être en kN par mètre, on avait dit 2, parfait, et je vais avoir une charge concentrée en bout de porte-à-faux. Donc à 10 mètres, j'aurai une charge de 10 kN. Donc on change nos unités, kN, 10. Parfait, voilà exactement les mêmes diagrammes qu'on vient de tracer ensemble. OK? Donc, bonne façon ici, je vous l'amène ici, bonne façon de vérifier vos résultats de façon à vous assurer que lorsque vous faites des exercices, vous atteignez les bons résultats.
OK, donc deuxième exemple, on veut maintenant regarder qu'est-ce qui se passe en termes de chargement multiaxial et comment est-ce qu'on peut venir faire l'étude des contraintes sur des points inclinés, notamment de façon à trouver nos contraintes principales. Donc, ce qu'on veut faire tout d'abord, on a comme ça un petit élément qu'on veut étudier au point A, qui est au niveau de l'appui d'une pile de pont. Donc, qu'est-ce qu'on a comme état de contrainte dans ce point A? Une compression de 18 MPa, compression de 4 MPa-Y. On a un cisaillement ici positif pour un taux XY de 24 MPa. Donc, deux questions. Tout d'abord, pour un plan X', Y' avec un angle de 30 degrés par rapport à mon plan original X, trouver les contraintes normales selon l'axe X, Y et mon cisaillement de taux X', Y'. Et ensuite, à partir du cercle de mort, on va venir trouver nos contraintes principales, sigma 1, sigma 2, sigma 3, et notre taux max, notre cisaillement max. On va également retrouver quel va être l'angle entre notre axe X et nos contraintes principales normales, nos contraintes principales de cisaillement. OK. Donc, pour ce deuxième exemple, le plan de résolution, on va tout d'abord venir définir quelles sont les valeurs numériques ainsi que les signes pour sigma x, y, taux xy. On va venir faire ça de façon plus formelle. On va ensuite, à partir de notre formule qui nous permet de transformer un état de contrainte sigma x, sigma y, taux xy en sigma n, à partir d'un angle θ xn, on va venir utiliser ça de façon à trouver notre contrainte normale sur les plans x et sur les plans y, en mettant notre θ xn comme étant θ x x' et θ x y'. Ensuite, on va venir utiliser les mêmes équations, mais cette fois-ci pour notre contrainte de cisaillement sur notre référentiel x', y'. Une fois qu'on aura ça, on va utiliser ces contraintes, les mêmes contraintes qu'on avait initialement, de façon à partir des notions de cercle de mort, à partir du centre de celui-ci, de son rayon, venir trouver les contraintes principales. Donc, sigma 1, c'est centre plus rayon, sigma 2 ou sigma 3, dépendamment du cas, ça va être sigma 1 moins sigma 3, sigma 1 moins rayon. Ensuite, le rayon va être égal à taux max, ma contrainte de cisaillement, et on va venir, par les relations géométriques sur notre cercle de mort, trouver notre angle θ xp1. Et finalement, on va venir tracer ce cercle de mort. Donc, première étape, venir énoncer quelles sont nos contraintes telles que représentées ici. Donc, on avait dit sigma x, qui est notre contrainte sur le plan x, moins 18 MPa. Sigma y, c'est égal à quoi? Ça va être moins 4 MPa, de la compression. Et taux xy qui va être positif parce que anti-horaire ici. Donc, 24 MPa sur ma flèche verticale. Parfait. Donc, deuxième étape, on va venir définir quelles sont les contraintes normales sur mes plans x' et y'. Donc, en utilisant la formule, sigma x' est égal à la relation suivante, où je cherche mon angle θ xx'. Je ne le cherche pas, en fait, il est donné, c'est de 30 degrés. Donc, ici, si je remplace les valeurs numériques, je vais obtenir une contrainte sigma x' de 6,28 MPa en traction. Je peux faire la même chose pour sigma y', où je vais venir remplacer simplement dans la même équation que j'avais ici, l'angle θ xx', plutôt que prendre 30 degrés, je vais prendre 30 plus 90 degrés. Okay? Donc, 120 degrés. Donc, si je fais ça, ça va me donner ici moins 28,28. Donc, comme contrainte principale 1, j'ai 6,28. Comme contrainte sur un plan X, j'ai 6,28. Comme contrainte sur un plan Y, j'ai moins 28,28. Parfait. Ma contrainte de cisaillement sur le plan X' dans la direction Y' est donnée par cette formulation, où si je remplace les valeurs numériques, j'obtiens 18,06 MPa. OK, donc si je viens représenter sur mon élément ici, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici 6,28 de compression, j'obtiens moins 28,28, parce que ici, celui-ci, donnez-moi un instant, moins 28,28, qui va être de la compression selon mon axe Y, et j'ai un cisaillement positif qui agit de façon concomitante, 18,06. Donc si ici, on veut venir vérifier ça avec MD solide, on peut aller dans notre module de cercle de mort. Donc, Analogous Option, on a des plane stress, un contrainte plane. On est en mégapascal. Mégapascal. Donc, qu'est-ce qu'on a? Sur notre élément, on a moins 18, moins 4, 24. Donc, 18, compression, 4 et plus 24. On calcule, parfait, ce sont mes cercles de mort ici. Je sais que c'est un état de contrainte plane, donc sur mon plan P3, ou dans le cas ici, dépendamment de la convention que j'utilise, ma contrainte dans la troisième direction qui est perpendiculaire à l'angle de ma poutre, j'ai aucune contrainte, donc j'ai un 0 ici. Donc si on veut regarder un angle de 30 degrés,
On peut voir ici que j'ai l'orientation de mes contraintes principales. On ne les a pas encore calculées, mais si on regarde un plan orienté à 30 degrés, j'ai mes contraintes normales. Donc 6,85, 28,85, donc en traction selon la direction ici, en compression à 90 degrés, et j'ai un cisaillement concomitant de 18,062 comme on avait déterminé. Parfait. Donc maintenant, si on veut venir utiliser le cercle de Moore, donc qui est tracé ici, mais cette fois-ci pour venir calculer les contraintes principales. Donc ici, je peux calculer le centre de mon cercle comme étant la moyenne des contraintes sur mes plans X et Y, donc la moyenne de moins 18 et moins 4. Donc je vais obtenir moins 11 mégapascales. Le rayon du cercle qui est égal à la racine de sigma x moins sigma y sur 2 au carré, plus mon taux xy carré, ça me donne 25 MPa. Contrainte principale 1, ça va être le centre de mon cercle plus le rayon, donc C plus R, 14 MPa. Contrainte 2, C moins R, moins 36 MPa. Donc ma contrainte de cisaillement max va être égale à mon rayon, 25 MPa. Et donc si je représente ça sur mon cercle de Moore ici, donc j'ai mon plan X, qui est 6,3 et 18. Non, ça c'est mon plan X, c'est mon plan X'. Mon plan X qui est moins 18 et 24. Donc, qui est moins 18, 24. Mon plan Y qui va être moins 4 et moins 24. Donc, mon plan Y qui est moins 4, moins 24. J'ai ça, j'ai mon centre. Donc, mon centre qu'on avait calculé qui est égal à moins 11. J'ai mon rayon. Donc, mon rayon qui est égal à 25. Parfait. Donc, une fois que j'ai ça, je sais que si je cherche mon tangente, par exemple, ici, je vais chercher mon tangente 2 fois tangente de x P3. Donc, mon P3 est ici, mon x est là. Si je cherche cet angle-là, donc ici, ça va être tangente de 2θ. Ça va être ma distance verticale ici, donc qui va être égale à 24. Et ma distance ici qui va être x1 moins c. Okay? Donc ici, ce qui va être l'équivalent de ici sigma x moins sigma y sur 2, qui va me donner sigma x ici moins sigma y sur 2, ça va me donner ma distance ici. Donc si je fais ça, je peux me permettre d'isoler mon θ xp3 qui est de 36,9, et l'angle que j'ai ici, c'est 2 fois 36,9. OK? Donc parfait. Et là ici, c'est négatif, ça nous indique bien qu'on a un sens anti-horaire de x vers P3. Donc rappelez-vous, un angle positif, rotation horaire, angle négatif, rotation anti-horaire. OK, donc θ xp1, parce que ça c'était xp3. Donc je sais que θ xp3 plus 90 degrés, ça va me donner θ xp1, donc moins 53,1 degrés. Parfait. Donc si on vient regarder, on a le même cercle de Moore qu'on avait ici. Donc si j'efface ceci, on a notre cercle de Moore, notre tas de contrainte X et tas de contrainte Y. J'ai mon taux XY max, sigma 1, sigma 2. Ou ici, si je viens mettre mon état de contrainte plane, on voit qu'il se situe entre mes contraintes principale 1 et principale 2. Donc voilà pour ça. OK, donc voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple, travaillons maintenant avec des mesures de déformation. Comment à partir des mesures de déformation faites à partir de jauges comme celle-ci, je peux venir retrouver quelles sont mes déformations selon x, y, gamma, xy, tracer mon cercle de Moore pour les déformations, de façon à trouver mes déformations principales, mon décalage en cisaillement, ma déformation en cisaillement max, ainsi que l'angle pour mes déformations et contraintes principales. Ensuite, on va faire la même chose, mais pour le cercle de Moore, en venant tracer nos états de contraintes qui seront trouvés à partir de ce qu'on aura trouvé ici. Trouver nos contraintes principales, cisaillement max et les mêmes angles pour nos contraintes pour nos plans principaux. Donc, on mesure pour la jauge A 440 microdéformations. Donc, ici, les unités, c'est des millimètres par millimètre. Donc, je mets simplement le mu pour dire que c'est des millimètres par millimètre fois 10 puissance moins 6. En B, 510. En C, 340. Donc, ici, sigma z est égal à 0 parce que dès qu'on colle des jauges, comme je l'avais dit précédemment, sur une surface, mais on sait que la surface dans la direction perpendiculaire n'est pas chargée, n'a aucune contrainte. Ici, c'est de l'acier, donc module acidique 200 gigapascal et coefficient de poisson de 0,3. Parfait. Donc ici, si je veux passer, ou plutôt le plan de résolution, on va venir passer de nos epsilon ABC à des epsilon X, epsilon Y, gamma XY. Une fois qu'on aura ça, on va venir utiliser ces quantités-là pour trouver nos epsilon 1, epsilon 2, déformation principale. Et on va venir tracer notre cercle de Moore
pour les axes epsilon et gamma sur 2, nos déformations accidentelles. Ensuite, une fois qu'on aura ça, on va pouvoir retrouver nos contraintes principales et tracer notre cercle de mort dans un repère d'axe, sigma et tau. Donc, contrainte et contrainte de cisaillement. Contrainte normale, contrainte de cisaillement. Donc, première étape, comment est-ce qu'on passe de nos EA, EB, EC à EX, EY, EZ? Donc, pardon. Donc, première étape, epsilon x, c'est quoi? Donc, epsilon x, ça va correspondre directement à mon epsilon a. Donc, je sais que ça va directement être mon 440 micro-déformation. Mon epsilon y, c'est quoi? Ça va directement être ce que je mesure en C. Donc, EC, c'est égal à 340 micro-déformations. Et mon gamma xy, la dernière quantité qui me manque, c'est quoi? Bien, on sait que la relation qu'on a vue pour des jauges qui sont à 45 degrés l'une de l'autre, ça va être 2 epsilon b moins epsilon x moins epsilon y. Ça donne quoi? 240 micro-déformations. Parfait. Donc, j'ai tout ce qu'il me faut ici. Je peux passer de ces quantités-là à mes déformations principales. Comment est-ce que je fais ça? Je trouve le centre de mon cercle pour mes déformations, le rayon de mon cercle pour les déformations. Donc, le centre de mon cercle, c'est la moyenne des déformations sur mes plans x et y. 440 microdéformations plus 340 sur 2, ça me donne 390 microdéformations. Mon rayon pour mes déformations, bien, epsilon x plus epsilon y sur 2 au carré, plus gamma xy sur 2, au carré ici, petite coquille, est égal à 130 microdéformations. Parfait. Donc, une fois que j'ai ça, centre plus rayon, ça me donne epsilon 1, centre moins rayon, epsilon 2. Donc, ça me donne pour epsilon 1, ma déformation principale, 520 microdéformations, epsilon 2, 260 microdéformations. Donc, je peux venir représenter ça sur le cercle. Donc, j'ai sur mon plan X, on avait dit 440, parce que c'est mon epsilon X, et ma déformation en cisaillement, gamma xy, 240. Donc, 440 et 240 sur 2, parce que sur mon axe vertical, mon repère d'axe pour le cercle de mort pour les déformations, c'est gamma sur 2. Ça, c'est pour mon plan X. Mon plan Y, ça va être mon 340 et moins 240. 340 moins 240 sur 2. Donc, à partir de ces points-là, je peux tracer ici la ligne qui relie les deux. Je peux retrouver mon centre. Mon centre qui va être à 390, 0. Donc, une fois que j'ai ça, je peux trouver quel va être mon rayon également. Centre plus rayon, ça me donne P1. Centre moins rayon, ça me donne P2. Donc, voilà mon diagramme des déformations. Donc, maintenant, si je veux trouver mon tangente de 2 fois xp1, donc je veux trouver cet angle-là ici, je sais que tangente de 2 fois mon angle, ça va être opposé, donc la hauteur de mon segment ici, sur adjacent à ma longueur ici. Donc ça va être gamma xy sur 2, divisé par epsilon x moins epsilon y sur 2, la coordonnée du point x ici. Donc si je résous ça, je me suis encore trompé. Donc, si je résous ça, ça va me donner mon xp1, mon angle entre mon plan x et mon plan p1, qui est de 33,7. Rappelez-vous, l'angle que je trouve ici, c'est le vrai angle sur mon solide. Okay? L'angle qui est sur mon cercle de mort, il est doublé. Donc, c'est pour ça qu'il paraît plus grand que 33,7 degrés. Donc, si on avait voulu faire ça avec MD solide, on peut utiliser ici le module de cercle de mort, où on a directement dans Analysis Option, Strain Rosette. Donc, on est ici pour rectangle 0,4590, ce sont l'angle de nos rosettes. Donc, on a ici des micro-déformations. Qu'est-ce qu'on a? On avait 440, 510, 340. Donc, l'angle ABC correspond à ce qu'on a ici. Donc, on a dit 440, 510 et 340. Tout en micro-déformation, tout en traction. OK? Parfait. Donc ici, on peut voir, on a le cercle de mort pour les déformations. OK? Le même cercle de mort qu'on vient de tracer ici. Et si on met ici les valeurs absolues, on voit que ce cercle-là est éloigné de notre origine. Parfait. J'ai bien mis. Epsilon 1, epsilon 2.
Parfait. Très bien. Et garde en tête, ici, j'ai un état de contrainte plane. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que j'ai mon epsilon 3 ici? C'est parce que c'est pas parce que j'ai pas de contrainte dans mon axe 3, donc mon axe qui est perpendiculaire à ma direction transversale, que j'ai pas de déformation. Donc je ne l'ai pas calculé ici, mais on voit, on a notre epsilon P3, qui est notre déformation selon la direction P3 ici. Donc le cercle que moi j'ai tracé, c'est celui qui est là. Et on voit par rapport au plan A, B et C, quelles sont les lectures de nos trois jauges de contrainte, ainsi que l'orientation de ce qu'on a ici par rapport à celle-ci sur notre cercle de mort. Donc on avait 45 degrés entre chacune de nos rosettes, on a ici 90 degrés entre chacun de ces plans. OK, donc maintenant, si on veut passer de ces déformations, aux contraintes, donc pour les contraintes, je peux venir trouver ici sigma x à partir de epsilon x et epsilon y. Donc ici est mon coefficient de Poisson. Ici, coefficient de Poisson qui est donné 0,3. Donc je vais avoir un sigma x qui est 119,11 mégapascal. Je vais avoir un sigma y qui est de ici 103,74 mégapascal. Et mon taux xy qui est simplement mon gamma xy que j'ai trouvé fois g, mon module de cisaillement, qui va être égal à 18,47. Parfait. Donc ici, pour le centre de mon cercle de mort, pour les contraintes normales, je vais avoir la moyenne de mes contraintes sigma x et sigma y sur deux faces perpendiculaires. Donc sigma x plus sigma y. Donc on a trouvé ici, ça me donne 111,43. Le rayon de mon cercle de mort, sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus taux xy au carré, 20 mégapascal. Parfait. Sigma 1, ça va être quoi? Ça va être mon centre plus le rayon. Donc 131 mégapascal. Centre moins le rayon, ça va me donner mon sigma 2, 91,4 mégapascal. Sigma 3, lui, est égal à 0 parce que j'ai des états de contrainte plane. Okay? Donc si mon sigma est égal à 0, ça veut dire que mon taux max en valeur absolue va être égal à sigma 1 sur 2. Donc sigma 1 sur 2 qui va être égal à le rayon qui est de 65,72 mégapascal. Okay? Donc voilà mon cercle de mort. Le cercle que j'ai ici, c'est pour mes plans X et Y. Ça ici, c'est pour mon plan pour ma direction principale et mon axe perpendiculaire à la direction qui est mesurée ici. Donc si on fait la même chose avec MD solide, donc on avait dit 119, 103 et 18. Donc on va ici en plane, pas plane strain, mais plane stress. Donc on avait dit 119,11, 103,74 et 18,47. Donc on est en tension partout, parfait, ou positif partout. On voit notre cercle de mort, notre plan X, notre plan Y. On a des contraintes planes, donc on a sigma égal à 0. Et voilà mon cercle de mort qui me dit mon cisaillement maximal de 65,72 mégapascal. OK, voilà pour ce troisième exemple. Maintenant, quatrième exemple, qui est encore une fois un exemple où on va mettre en pratique comment est-ce qu'on peut, à partir de mesures de déformation, retrouver nos contraintes principales. On a encore une fois une jauge comme ceci qui est avec une orientation à 45 degrés. La question, c'est pour une canette, par exemple une canette de boisson gazeuse, on va venir coller une jauge de déformation sur celle-ci. Et ce qu'on va faire, plutôt que de charger celle-ci, on va venir décharger celle-ci. Donc, il y a déjà une pression interne dans cette canette de boisson gazeuse. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller la jauge avant d'ouvrir celle-ci et on va venir ouvrir le couvercle. Donc, en faisant ça, on va libérer le gaz et on va voir le changement de pression. Donc, ça va nous permettre de définir quel était l'état de contrainte causé par la pression interne dans notre canette. Okay? Donc, ça, c'est une expérience qui a déjà été faite pour nous. Donc, on peut voir la jauge ici qui a été collée sur la canne. On va venir mettre les boîtes ici qui sont les appareils d'acquisition qui vont venir lire les résistances dans chacune de nos jauges. On a trois jauges, je crois, trois de ces boîtes. On a une jauge qui lit moins 1400, moins 905 et moins 333. Le signe moins, c'est parce qu'on est venu ouvrir la canette. On a vu une diminution de la pression, ou en réalité, nous, les lectures qu'on veut, c'est la lecture due au chargement. Donc, on doit renverser, on prend le signe moins de ces valeurs, donc plus 332, plus 900 et plus 1452 pour A,
B et C respectivement. On sait que c'est un état de contrainte plane, ma jauge est collée sur la surface, c'est sûr que je n'ai pas de contrainte au niveau de l'épaisseur de la paroi. Sigma Z est égal à 0, c'est une canette d'aluminium, module élastique de 70 gigapascal, coefficient de Poisson de 0.3. Question, quelles sont mes contraintes principales, ma contrainte d'incidentellement max et l'angle de mes contraintes principales. OK? Donc, plan de résolution, c'est exactement la même chose que pour mon numéro précédent. Je pars de mes déformations mesurées pour trouver mes déformations selon mon référentiel X, Y et de façon à utiliser la formule pour trouver mon gamma XY. Je vais trouver ensuite, en trouvant le cercle et le rayon de mon cercle de mort pour les déformations, quelles sont mes déformations principales, l'orientation de mon plan, je peux tracer mon cercle de mort. Une fois que j'aurai fait ça, je vais pouvoir également faire la même chose pour mes contraintes principales en partant de mes déformations, en retrouvant mes contraintes à partir de mon coefficient de Poisson et de mon module élastique, et je peux tracer mon cercle de mort. Donc, première étape, identifier quels sont mes epsilon A, epsilon B, epsilon C. Donc, on peut voir ici, epsilon A est orienté selon X, epsilon C est directement orienté selon Y. Donc, ces deux-là sont directement donnés. Il va me rester à trouver gamma XY en égalant epsilon A, epsilon B, epsilon C. Donc, epsilon X, on sait que c'est égal à epsilon A parce que les deux ont un repère coïncident. Donc, 1452 microdéformations. Epsilon Y, c'est égal à epsilon C, 332 microdéformations. Gamma XY, 2 fois epsilon B moins epsilon Y, 16 microdéformations. Parfait. Donc, ici, maintenant, je vais trouver mes déformations principales. Donc, le centre de mon cercle de mort pour les déformations, ça va être la moyenne de mes déformations selon X et selon Y, c'est-à-dire ça me donne ici 892 microdéformations. Le rayon de mon cercle, ça va être epsilon X plus epsilon Y sur 2 au carré, plus ma déformation en cisaillement que j'ai calculée ici, gamma XY sur 2, ça me donne 560 microdéformations. Donc, epsilon 1, ça va donner quoi? Ça va donner mon centre plus R, donc ça donne 1452 microdéformations, et ça, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près égal à epsilon X. OK, à quelques chiffres après le point. Si je calcule mon sigma 2, ça va être C moins R, ça donne 332. Et ça correspond à peu près à epsilon Y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que directement dans un cas de chargement sous pression, comme on le voit ici, eh bien, mes contraintes principales correspondent à mes directions transversales. Donc là, j'ai directement collé ma jauge selon mes directions circonférentielles et mes directions axiales. Ce qui fait que j'ai déjà mes axes qui correspondent à mes contraintes principales. Qu'est-ce qui fait que numériquement, si je fais les calculs, je n'obtiendrai pas exactement les mêmes valeurs? C'est parce qu'il y a un petit changement dans l'orientation de ma jauge au niveau de comment je l'ai collé. Okay. Donc, si on trace le diagramme des déformations, donc je vais avoir ici mon 1452, 0, qui est mon plan qui présente mes contraintes principales, qui correspond à mon epsilon A. J'ai mon epsilon 2, qui est ma déformation ici en C, selon Y. Et je peux calculer mon angle, mon 2θ xp1, donc entre x et p1 ici, qui est mon gamma xy, qui est pratiquement 0 sur la distance ici. Donc ici, en prenant la tangente inverse de ça, en divisant par 2, je vais obtenir un résultat numérique de 0,4 degrés. Donc si je remplace par, non pas 0, mais les vraies valeurs que j'ai obtenues, donc le moins 16 ici plutôt que 0, bien, ça me donne en fait pratiquement 0. Donc la seule raison pour laquelle je n'ai pas obtenu 0 ici, je n'ai pas obtenu 0 ici, c'est parce qu'il y a des erreurs, si on peut dire expérimentales, associées aux lectures de mes jauges, ainsi qu'au positionnement de la jauge. De façon théorique, je devrais avoir obtenu, j'avais collé de façon parfaite ma jauge et j'avais des lectures qui sont sans erreur, 0 ici et 0 ici. Donc si on vient faire ça dans MD solide, qu'est-ce qu'on va avoir? On vient ici prendre, des strain rosettes à 0,4590. On va avoir des micro-déformations. On avait dit 1452. On avait ensuite 900 et 332. Toutes en traction. Parfait. Donc, si on regarde ici, ça c'est mon cercle de mort. On voit qu'on a une orientation des contraintes principales versus les plans X et Y qui sont à peu près coïncidents. Okay? Donc, on avait notre contrainte principale qui est 1452,06. Notre epsilon X est 1452,00. Donc, on correspond pratiquement à nos axes de contrainte principale. On a une canette en aluminium, module élastique de 70 000 MPa,
coefficient de Poisson de 0,3. Donc ici, on peut directement venir calculer nos contraintes principales à partir de ce qu'on a retrouvé ici. Donc ça, ce sont nos déformations principales. Dans un instant, on va pouvoir voir, on peut calculer nos contraintes principales également. OK. Donc maintenant, on calcule nos contraintes principales avec les mêmes relations qui lient nos déformations selon X et selon Y à sigma X, ce qui va nous donner un 119 mégapascal. Ça, c'est équivalent à sigma 1. Sigma Y, ça va me donner 59 MPa, qui correspond à sigma 2. Mon taux XY, ça va être mon gamma XY calculé précédemment, fois mon module de cisaillement. Donc, E, module élastique sur 2 fois 1 plus nu, ça me donne 0,43 MPa. Donc, pratiquement aucun cisaillement. Donc, c'est la même valeur qu'on trouve ici, 119,59. Et ici, taux XY max, donc il y a quelque chose ici qui... Donc, il y a quelque chose ici au niveau de mes unités qui cloche, mais le 10 à la 6 ne devrait pas être là. Donc, j'ai mon 119,59, parfait. Et ici, taux XY max. 52, 932. OK, donc mon 132, 119,59, 119,59, c'est bon. Mon shear stress maximum, ici, il y a une erreur, c'est peut-être par l'entrée du module élastique ou du coefficient de Poisson, là, je vérifierai ceci. Mais a priori, toutes nos autres quantités sont bonnes. 1452, 332, 16, c'est bel et bien exactement ce qu'on avait obtenu ici. Parfait. Mais mon gamma XY, on pourra le recalculer, mais a priori, c'est bien ça. Ça va être mon 70 000 MPa sur 2 fois 1 plus 0,3 pour mon gamma XY qui est de 16 ici. OK. Donc, une fois qu'on a ça, on peut tracer notre cercle de mort comme on le voit ici. Donc, mon cercle de mort, ça va être quoi? Ça va être sigma x plus sigma y sur 2, ça donne 89,2 mégapascal. Mon rayon, ça va être quoi? Ça va être sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus taux xy au carré, ça me donne 30,2 mégapascal. Sigma 3 est égal à 0. Mon taux max, ça va être sigma 1 sur 2, ça va me donner ici 59,6 mégapascal. OK, donc, ah ouais, mais mon 0,43, ça ne marche pas parce qu'ici, c'est effectivement, c'est mon TXY max. C'est mon 30 MPa que j'ai mon rayon ici. Donc ici, mon contrainte de cisaillement max, ça va être mon sigma 1 sur 2, ça va être mon rayon, qui est de, ici, petite coquille, ce n'est pas 59,6 MPa, ça va être 30,2. OK? Ça va être ce que j'ai ici. Donc ça ici, pas 59,6, 30,2. Donc, et là, regardons l'état de contrainte qu'on a ici. Donc, on a notre canette qui vient d'être déchargée, ou à l'inverse, notre canette qui vient d'être mise en pression. Donc, on a notre contrainte principale 1 qui est dans la direction circonférentielle. On a notre contrainte principale 2 qui est dans la direction axiale. On a une état de contrainte plane, c'est-à-dire sur l'épaisseur de paroi, on n'a aucune contrainte. Et ici, mon cisaillement max, taux XY max, qui est égal à mon rayon, qui est à 30,2 mégapascal, agit ici entre les plans 1 et 3. Donc, par rapport à ça, si on regarde ici mon cisaillement max, donc mon cisaillement max va agir à 30,45 et va agir ici, là c'est mon axe pour les déformations, on aurait pu le mettre ici en plane stress. Donc, on a dit les contraintes en MPa, on va avoir sigma x 119,4. On va avoir en Y 59. Et on va avoir mon taux XY de 0,43. OK? Donc ça ici, c'est mon cercle de mort. Si je montre les contraintes principales, on voit ma contrainte de cisaillement max de ici, dans mon plan XY qui va être égal à 30,20 et qui va être dans mon cisaillement max absolu qui est de 59,7. Donc en fait, c'est ça ici, mon 59,7. Mon R ici, ça va me donner pour mon rayon, pour mon cisaillement max dans mon plan XY. Et mon taux max ici, qui est bel et bien de 59,6, c'est pas une coquille, c'est moi qui s'est trompé ici dans ma résolution. Mon taux max, c'est pour mon plan justement par rapport à mon plan à 45 degrés qui est perpendiculaire, qui est pour mes plans à 45 degrés de la surface qui est
perpendiculaire à la surface de ma canette. Donc, si je veux expliquer ça, donc mon cisaillement de 30,2 mégapascal correspond au rayon, c'est le cisaillement qui agit à 45 degrés dans mon plan ici. Okay? Le cisaillement Tomax qui est de 59,6, c'est celui qui agit à 45 degrés au niveau de ma direction ici par rapport à l'extérieur de ma surface. Okay? Et ça, si on peut regarder par rapport à ça, rappelez-vous que dans le module 9, on avait vu l'exemple, lorsqu'on a des chargements sous pression, on avait vu l'exemple avec la rupture de ma bouteille d'eau ici, dans laquelle j'avais mis de la glace. Donc, en fait, dans laquelle j'avais mis de l'eau, je l'ai mis au congélateur, celle-ci a gelé, la glace a pris de l'expansion, et on a vu la fissure verticale ici se produire. C'est ce qu'on avait vu dans le module 9. Là, ce que j'ai fait entre les deux, je suis venu couper ma bouteille, de façon à vous montrer qu'est-ce qui arrive au niveau de l'interface de la fissure. Donc, c'est difficile à voir, mais au niveau de cette interface-là, la fissure, je n'arrive pas à faire le focus exactement dessus, là, mais vous pouvez voir ici que j'ai un petit angle. Okay? Cet angle-là, là, si on voit exactement, il faut réaliser qu'il est à 45 degrés. Donc, j'ai vraiment un angle ici de 45 degrés comme ceci. Et ça veut dire que ma bouteille, celle-ci a eu une fissure qui s'est produite à 45 degrés. Ça veut dire que ce matériau-là, quand j'ai eu ma défaillance, ça a été une défaillance en cisaillement qui s'est produit. Okay? Les défaillances en cisaillement, rappelez-vous ce qu'on a vu précédemment, c'est des défaillances qui sont fragiles. Donc, je n'ai pas eu une grande déformation avant que ma bouteille fissure. Elle s'est fissurée d'un coup lorsqu'on a atteint sa capacité en cisaillement. Et celle-ci, cette fissure est venue s'ouvrir. Par opposition, si j'avais eu une défaillance pour un matériau qui aurait été ductile, qu'est-ce que j'aurais eu? J'aurais eu des grandes déformations, un allongement de ma bouteille. Donc, si ma bouteille avait eu un matériau qui était ductile, elle se serait déformée de façon permanente sans fissurer. Ce matériau, c'est de l'aluminium qui a probablement été rendu fragile par le processus de fabrication, où on est venu faire des grandes déformations dans le matériau. Et ici, on s'est retrouvé avec une fissure, un mode de rupture par cisaillement, ici, au niveau du plan à 45 degrés, ici, de ma section. Donc, quand on parle de ce Tomax dans mon plan XY, ça va être celui qui est à 45 degrés, comme ceci, qui est la moitié de mon cisaillement, qui est à 45 degrés, comme ceci ici. Okay? Et c'est là que j'ai eu ma fissure dans ma bouteille. Donc, si on voulait finalement venir calculer quel va être mon changement d'épaisseur causé par, ici, la pression interne dans ma canette, donc, on peut dire que ça va être moins nu sur module élastique fois sigma x plus sigma y, ça me donne moins 765 microdéformations. Donc, rappelez-vous, ce sont des déformations, ce n'est pas un changement d'épaisseur. Si je veux obtenir un changement d'épaisseur, je vais venir multiplier ceci par l'épaisseur de paroi de ma canette. Donc, voilà ce qui termine les 4 exercices que je voulais faire avec vous ensemble dans cette 5e séance de travaux dirigés.